Qu'est-ce que tu fous? Vu que c'est moi qui parle le plus dans cette partie, je me suis dit que c'était peut-être bien de changer de position. Et tu le laisses faire? Ouais. Je vois pas pourquoi t'aurais le monopole du plan de face. Parce que je suis le personnage principal. Oh putain. Et c'est reparti. Mais c'est vrai! On en a déjà parlé, tu n'es pas plus légitime que nous. C'est pas parce qu'on est dans ton univers qu'on doit t'obéir. Quand t'es dans un pays étranger, tu respectes les lois, non? Là c'est pareil, tu respectes mes lois. Tes lois, tu peux te les carrer là où je... C'est déjà la 5e fois ce mois-ci. Laisse-le au moins faire cette partie. T'as raison, Baël. Évidemment. Putain, mais tu ranges jamais. Si, des fois. Bien le bonjour, je suis Raël. Ça fait bizarre. La saga. Nous l'avons définie, nous l'avons différenciée des séries et des franchises, nous avons trouvé ses origines. C'était chiant, mais c'est terminé. Oh, je sens que je vais adorer cette partie. Médisant, prétentieux, gros con, gougnafier. On se concentre. Nous avons éliminé le factuel, maintenant il est temps de s'intéresser à un domaine un peu plus artistique. Et donc, voici notre problématique du jour. Qu'est-ce qu'une saga apporte à un film simple ? Nous avons vu précédemment ce qui pousse un producteur à faire des suites. Maintenant il est temps de se poser la même question, mais du côté des créateurs, des scénaristes et des réalisateurs. De la même manière qu'il existe plusieurs types de sagas, il existe plusieurs façons d'en faire. Les sagas classiques ne sont généralement pas prévues à l'avance, ainsi les suites se construisent littéralement au jour le jour, c'est notamment le cas de Toy Story. Et c'est l'inverse pour les sagas polyptiques comme Le Seigneur des Anneaux. Mais il y a des exceptions, tellement nombreuses qu'on peut même plus appeler ça des exceptions. La saga Pirates des Caraïbes s'est vraiment lancée à partir du succès du premier film. Même si le secret du coffre maudit et Jusqu'au bout du monde sont scénaristiquement très liés au film originel, il est difficile de qualifier cette saga de polyptyque car elle n'est pas totalement construite comme telle. Au travers des sagas classiques et polyptyques, analysons les différentes façons d'écrire une saga au cinéma. Reprenons la saga Die Hard. Encore ? Le résumé le plus simple que l'on peut faire de cette franchise est le suivant. John McClane, un policier, se trouve mêlé plus ou moins par hasard dans des affaires de terroristes et va tout faire pour les éliminer. C'est un concept simple et efficace et surtout répété à chaque film. Bien évidemment, il y a quelques subtilités, comme les enjeux qui vont crescendo. Les sagas classiques sont souvent construites comme ça, de sorte à répéter le même schéma film après film. Dans la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi, bien que certaines pistes restent en suspens d'un film à l'autre, comme par exemple la vengeance d'Harry qui atteint son paroxysme dans le 3e opus, les films restent relativement indépendants dans le sens où chacun possède une intrigue principale qu'il commence et résout. Cette indépendance entre les films s'explique par la présence des antagonistes. En effet, dans chaque épisode, l'intrigue principale est celle du conflit qui oppose le super-héros au super-vilain. En sachant que tous les antagonistes de cette saga est vaincu à la fin du long métrage, il va de soi que l'intrigue principale se termine en même temps. Le bouffon vert, le Docteur Octopus, c'est un peu Peter le méchant de ce 3e opus. Un peu, oui. Ce schéma se répète souvent, on peut penser à la dernière trilogie Star Trek avec Nero, Khan et Kral, ou encore à la trilogie Kung Fu Panda avec Tai Lung, Shen et Kai. Certes, ces deux trilogies ont une multitude de personnages récurrents, ainsi que des thématiques qui se développent d'un film à l'autre, comme la responsabilité de Captain pour Jim Kirk, ou encore la place de Poe en tant que guerrier dragon. Cependant, ils possèdent chacun des intrigues et thématiques qui leur sont propres. Ainsi, même si les sagas classiques peuvent souffrir du manque de lien entre deux films, les trilogies évoquées restent à l'abri de ce défaut, en établissant une continuité thématique et scénaristique au second plan, pour développer au mieux une intrigue unique. Pour éviter de faire du surplace, les sagas classiques établissent des liens thématiques entre les films, de sorte à ne pas lasser le spectateur. Vous imaginez une saga qui répète à la fois l'intrigue, le développement de personnages et les thématiques ? Ce serait nul. Cette façon de faire a déjà montré ses limites par le passé, notamment avec les slashers des années 80. Cependant, il existe des sagas qui jouent parfaitement avec ces codes. L'une d'entre elles est la dilogie Jump Street. 21 et 22 Jump Street sont deux films réalisés par Phil Lord et Chris Miller. Le premier est une comédie policière et le second est une totale copie de son prédécesseur. Cela dit, le parti pris de cette suite est de répéter volontairement la structure narrative du premier film tout en inversant les positions des deux protagonistes. Ainsi se dégage de ce second opus une forme d'autodérision, ainsi qu'une critique du système de suite que l'on associe souvent à la paresse d'écriture qui reprend chaque élément qui ont fait le succès du premier film tout en apportant une fraîcheur bienvenue en mettant les personnages dans une situation à la fois familière et différente.
Bref, la dilogie Jump Street est sûrement la forme la plus pure et optimisée de la saga classique. Et maintenant, résumons la trilogie originelle de la saga Star Wars. Luke et ses amis rebelles affrontent un empire incarné par les figures maléfiques que sont Dark Vador et l'Empereur. Simple et efficace, mais qui reste néanmoins opposée à celle de la saga Die Hard. Cette dernière a une approche plus épisodique de la saga, contrairement à Star Wars, qui est plus proche du serial. Cela se remarque dans la gestion des antagonistes. Par exemple, dans la trilogie Die Hard, il n'y a pas un méchant unique, mais bien 3. Hans Gruber, William Stewart et Simon Gruber. Un par épisode. Star Wars n'a théoriquement que 2 antagonistes principaux, à savoir Vador et Sidious, tous deux incarnant la même entité mais de façon différente. Par conséquent, en n'utilisant qu'un seul méchant, Star Wars étale une seule et même intrigue, mais sur 3 films. Même si chacun répète ce schéma de lutte contre l'Empire, l'histoire n'est jamais finie avant le dernier opus, le retour du Jedi. C'est pour ça que l'on accepte qu'un film intermédiaire ne conclut pas l'histoire principale d'une saga. L'Empire contre-attaque ne pouvait pas terminer l'histoire principale de la trilogie, car elle devait se terminer à l'épisode suivant. Si l'Empire contre-attaque avait clôturé l'intrigue, il aurait sûrement été surchargé, ou alors il aurait dû couper plein de scènes comme la relation entre Luke et Vador. Vous imaginez Star Wars sans le « Je suis ton père ». Ce serait nul. Aussi nul que de révéler que Rey est la petite fille de Sidious. Je vois pas de quoi tu parles. A contrario, Toy Story 2 aurait très bien pu être le dernier de la saga, car il ne continue pas spécifiquement les intrigues du premier film, mais invente ses propres intrigues et thématiques. Idem pour le 3 et le 4. On pourrait penser que les sagas classiques sont objectivement meilleures, car elles réinventent leurs intrigues et leurs thématiques à chaque film. Ainsi, elles évitent les longueurs inhérentes aux sagas polyptiques. Cependant, ce serait oublier qu'un film c'est plus court que 3. Non! Ainsi, là où les épisodes d'une saga classique sont limités par le temps, les films d'une saga polyptique peuvent développer leurs intrigues comme ils le souhaitent, car l'intrigue principale pourra et sera toujours conclue dans le dernier épisode. C'est pas une raison pour repousser l'intrigue principale ad vitam aeternam, mais c'est quand même pratique. On généralise, mais il faut comprendre que les sagas ne sont pas limitées à ces archétypes-là, loin de là. Très souvent, les sagas polyptiques ne sont pas élaborées comme telles. On en revient à ce que l'on disait à propos du succès financier du premier film, qui peut se suffire en lui-même. Star Wars et The Matrix sont de bons exemples, mais on peut facilement continuer avec Retour à le futur. Même si la fin de Retour à le futur suggère une suite, elle était avant tout une blague. Ce n'est qu'avec son succès colossal que des suites se sont imposées d'elles-mêmes. Idem pour Pirates des Caraïbes, l'intrigue aurait très bien pu se terminer là où le premier film s'est arrêté. Jack retrouve son Pearl, le méchant est mort et les gentils ont une happy end. Ces deux sagas parviennent à rattacher les wagons pour créer des intrigues qui se suivent. Dans Retour à le futur, c'est l'intrigue autour des enfants de Marty qui déclenche les péripéties des épisodes 2 et 3. Dans Pirates des Caraïbes, ce sont les conséquences des actions des personnages qui lancent les éléments perturbateurs des suites, ainsi que l'apparition de 2 antagonistes subtilement évoqués dans le premier épisode. Ces sagas auraient très bien pu prendre la direction des sagas classiques. Retour à le futur aurait pu se concentrer sur des épisodes où Marty et Doc résout des problèmes temporels, un peu comme le Visiteur du futur. Et Pirates des Caraïbes aurait pu prendre la direction de une intrigue, une chasse au trésor, avec Jack en personnage récurrent. Peu importe l'archétype des sagas, rien n'est gravé dans le marbre. On reconnaît bien ce genre de saga, les 2 derniers épisodes sont souvent tournés en même temps, ce qui conclut l'épisode intermédiaire avec un To Be Continued, pour plus de passion, et plus de flouze. Bon, ça c'était la structure de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mythologie. C'est cet élément qui permet que le récit soit crédible et que le spectateur puisse s'immerger rapidement. Bon, on retrouve plus ça dans les histoires fantaisistes comme Le Seigneur des Anneaux ou Narnia que dans les histoires plus réalistes comme Fast and Furious. Waouh, t'as réussi à aligner Fast and Furious et réaliste dans la même phrase? Non, c'est parce qu'il est bourré. C'est faux. La mythologie d'un récit peut avoir 2 grandes utilités. Soit elle crédibilise l'univers avec des termes, des événements et des personnages folkloriques. On pense à l'évocation de la guerre des clones dans Un Nouvel Espoir. Un dialogue qui ne sert concrètement à rien dans l'intrigue, si ce n'est à donner l'impression que cet univers a du vécu, qu'il a existé avant et qu'il existera après. Soit elle sert à justifier des règles qui serviront dans le récit. C'est notamment le cas de Blade Runner avec l'obsolescence programmée des réplicants qui déclenche et termine le récit. Mais pour moi, il y a 2 sagas qui utilisent brillamment la mythologie. La première, c'est La Planète des Singes. Dans Les Évadés de la Planète des Singes, le 3e opus, Cornelius explique aux humains que la révolte des singes a commencé avec Aldo, un gorille qui a osé dire non à ses tortionnaires. He said no. Cet élément scénaristique est réutilisé dans la suite Conquête de la Planète des Singes, lorsque les humains conditionnent les simiens à ne pas pouvoir dire le mot non. Ce mot interdit est utilisé à la fin du film de la bouche de Lisa, un singe femelle, non pas pour sonner la révolte, mais bien pour arrêter un possible massacre. Ce qui est un retournement astucieux de ce que prédisait Cornelius un film plus tôt. Et enfin, le dernier opus, Bataille pour la planète des singes, introduit le personnage d'Aldo, le même énoncé dans Les Évadés de la planète des singes, qui sert cette fois-ci d'antagoniste principal. Il représente un futur décadent, car les 2 premiers épisodes, qui se passent dans le futur, montrent ce que devient la Terre si Aldo était le chef des singes.
il est mis en opposition à César qui représente un futur plus paisible où humains et sages peuvent vivre en harmonie, du moins pendant un temps. Une seule mention d'un élément anecdotique est exploitée drastiquement dans les 2 derniers opus tout en se connectant parfaitement aux 2 premiers. C'est génial. Dans un scénario, l'exposition, c'est-à-dire la phase d'explication de l'intrigue, est souvent placée au début du récit et occupe environ 10% de ce dernier. Et la seconde saga à bien utiliser la mythologie, c'est Harry Potter. Pour exposer toute la mythologie d'un univers aussi riche, 10% d'un film ça ne suffit pas. Mais c'est là que le concept de saga est important. Parce que dans une saga avec 8 films, on peut théoriquement faire 8 expositions qui permettent un bien meilleur développement de la mythologie. À chaque début de film, on nous expose un nouvel élément sur le monde magique, les bases de l'univers, racisme chez les sorciers, le Magicobus, Azkaban, Coupe du monde de Quidditch, ministère de la magie, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une règle infaillible. Ironiquement, l'une des pires utilisations de l'exposition que j'ai vue se trouvait dans la même franchise qu'Harry Potter, c'était les crimes de Grindelwald. En plus de suivre 8 points de vue, avec chacun une introduction et une exposition pour poser un contexte autour des personnages, le film développe de nombreuses intrigues sans importance dans l'immédiat, comme celle du Kappa disparu, qui n'aboutit jamais, ou encore celle de Yusuf Kama qui n'a aucune importance dans le scénario. À force de vouloir faire entrer trop d'informations, tu rends l'exposition indigeste et confuse, ou alors tu niques le rythme de ton film. Ça me rappelle un truc. Et le pire truc à faire, c'est de bafouer sa propre mythologie, via des incohérences. Highlander 2 est le champion dans sa catégorie. En moins de 20 minutes, le film flingue complètement ce que son prédécesseur a créé en révélant que... Aliens, les Highlanders sont des aliens! Christophe Lambert est un extraterrestre, je le savais depuis le début! Un conseil, si vous pouvez justifier que vos personnages sont des aliens, ne le faites pas. À ma connaissance, la seule fois où ça a marché, c'était Dragon Ball. Et encore, t'es un alien? Bah non. Pourtant, ça expliquerait tellement de choses. La mythologie est un outil très puissant qu'il est nécessaire d'exploiter dans une saga, pour crédibiliser et enrichir l'univers. Cependant, mal maîtrisée, elle peut s'avérer être une arme à double tranchant pour le film. Attends, c'est fini là? C'est quoi ce délire? Ah, je sais pas, c'est marqué To Be Continued sur le script. Sérieux? Ah, c'est parce que la vidéo doit sortir pour le 4 mai. Si on continue, on n'aura pas le temps de la sortir. Mais qui a écrit ça? Aucune idée.